en direct. Oui, mais ça tourne toujours. Voilà, mais écoutez, je suis heureux de vous retrouver, même si ce n'est pas dans des conditions idéales, parce que voilà, nous sommes à nouveau, comme vous le savez tous évidemment, dans une deuxième période de confinement. Voilà, donc on est tous un petit peu dans cette situation de se demander un petit peu ce qui nous arrive et où on va. Bon, on va parler de tout ça dans la petite heure que nous avons décidé de se consacrer les uns aux autres. Alors écoutez, pour être très clair, donc depuis déjà 3 semaines environ, nous sommes à nouveau donc confinés et évidemment nous nous intéressons particulièrement, nous, que ce soit les médecins, les psychiatres ou les patients, évidemment, à la question de l'impact psychologique que ce confinement a sur les personnes. Et je vous parlerai dans les prochaines minutes, je vous parlerai des résultats partiels d'un baromètre qu'on a mis en place à Saujon, un baromètre qui nous permet d'avoir aujourd'hui des informations très précises, comme vous le verrez. Et, voilà, nous sommes en cours d'information et de précision qui vont évidemment vous intéresser, que je vous délivrerai plutôt dans la deuxième partie de cet entretien. Alors, quelques informations sur l'état psychologique des personnes aujourd'hui. On a beaucoup plus d'informations, je crois, qu'on en avait lors du premier confinement, qui étaient souvent des informations internationales, qui étaient liées plutôt à des expériences, notamment dans les pays asiatiques, qui avaient déjà connu ce type de problématiques. Eh bien, quand on regarde les études ou les travaux qui sortent actuellement, notamment une étude américaine, eh bien, on s'aperçoit qu'on a vraiment des répercussions plus importantes en cette fin d'année 2020 qu'en ce début d'année ou du moins après le premier confinement. Alors, par exemple, j'ai une étude américaine, là, effectivement, qui montre que la prévalence des personnes qui sont des dépressions actuellement, sont en dépression, est multipliée par 3 par rapport à celle qui est habituelle. Et ce qui est important dans cette information, c'est que la plupart des patients sont des nouveaux malades. Ce n'est pas des patients qui simplement décompensent parce que leur fragilité fait qu'à ce moment-là ils décompensent, c'est parce que ce sont des gens qui sont en fragilité accentuée et qui n'avaient pas connu ça auparavant de manière donc assez importante en nombre de patients. Donc là c'est une information importante qui montre qu'il y a vraiment quelque chose de réactionnel et d'anormal dans cette période. Et puis, quand on va un peu dans le détail de cette information, on s'aperçoit que les personnes en situation de précarité, en situation d'isolement, les femmes plus que les hommes, et puis les chômeurs, sont également les plus atteints en nombre de nouvelles personnes malades. Et puis, on s'aperçoit aussi que les jeunes sont plus touchés que les personnes plus âgées ou en situation d'activité. Et notamment les jeunes de moins de 25 ans dans certaines études et chez les femmes de 35 ans. Alors, on a donc un impact social et économique évidemment qui est important et qui a des répercussions, on le voit de plus en plus avec des professions qui sont très touchées. On va en parler dans quelques instants. Il y a des cadres professionnels où le taux de dépression est beaucoup plus élevé. Alors il y a une étude qui a été menée sur France Info, enfin les résultats ont été publiés sur France Info, qui touche la région bordelaise, la région Aquitaine, la région que je connais puisque c'est notre région, et qui parle effectivement d'une lame de fond très préoccupante avec le développement de hotlines téléphoniques qui ont été mises en place mais qui n'arriveraient pas à endiguer la pression téléphonique actuelle. Et puis, il y a également une autre étude qui est très intéressante, qui a été réalisée par le professeur Debout, qui est une étude qui a fait parler d'elle ces derniers temps. Je me rapproche un peu des informations précises que je voudrais vous donner.
l'étude Coquelicot. Non, ça c'est une autre étude. Mais l'étude dont je vous parle, c'est l'étude qui a été menée par le professeur Michel Debout, qui est membre de l'Observatoire national du suicide et qui est coordonnateur de cette enquête. Alors, dans cette enquête, qui est une enquête importante, 20% des personnes interrogées ont déjà eu l'intention ou des idées suicidaires. Et surtout, 25% sont des artisans commerçants, 27% sont des chômeurs ou des dirigeants d'entreprise. La jeunesse est un critère de dangerosité, puisque les moins de 25 ans sont 25%. Et on remarque aussi une chose importante, c'est qu'il y a beaucoup plus d'idéation suicidaire durant cette deuxième phase, puisque ça représente 17% des personnes interrogées, que dans la première phase où il n'y avait que 11% des personnes interrogées. Au total, 5% des Français auraient déjà fait réaliser, des personnes interrogées dans cette étude, de réaliser une tentative de suicide avec hospitalisation. Voilà, donc on voit donc des chiffres un peu alarmants et qui montrent en tout cas combien la situation est même assez préoccupante. Et pour alimenter un peu plus l'information, donc il y a le résultat d'une étude Coquelicot qui est conduite par l'IRDES au mois d'avril 2020. Et cette étude montre une détresse psychologique chez plus de 30% des répondants, 33% exactement, avec 12% de personnes qui se jugent en état grave. Voilà, donc a priori une vulnérabilité au Covid très importante. Donc on a, alors ils insistent aussi sur ces études sur l'importance des maladies chroniques, des liens sociaux et de la crainte des dégradations des conditions financières comme facteur aggravatif de la situation. Alors, il y a également des réflexions qui sont menées par des philosophes qui me paraissent d'un grand intérêt. Et j'aime bien l'éditorial d'un philosophe connu, très connu, qui s'appelle André Consponville, qui, lui, a un regard un peu différent en disant que il faut éviter de s'arrêter à la peur de la mort et à la peur de cette maladie qui est si développée dans nos sociétés depuis quelques décennies. Il dit que finalement, quand on regarde à l'échelle du pays sur une année entière, il dit que le nombre de morts, par exemple, dans notre pays n'a pratiquement pas augmenté par rapport à l'année dernière. Donc il y a très peu en fait de différence en termes de mortalité. Et on le sait, malheureusement pour les sujets âgés, cette maladie touche essentiellement, enfin en termes de mortalité, essentiellement les sujets âgés et notamment les plus de 70 ans. Après, c'est vrai aussi que c'est une maladie qui semble avoir un caractère un peu génétique, qui semble réagir beaucoup plus chez certains que chez d'autres, et pas toujours par rapport à des causalités comme le poids ou la notion de diabète ou de maladie chronique. Alors, la remarque de Consponville, c'est de dire qu'au fond, aujourd'hui, il conteste la publicité, entre guillemets, bien sûr, qui est faite à cette terrible maladie, et ce terrible virus, et on ne parle aujourd'hui plus que de ça, ça devient une obsession, et il pense, et je partage son point de vue, que cette obsessionnalité est dangereuse, qu'elle est facteur de stress, d'angoisse, de perturbation psychique pour tous, pour chacun d'entre nous, parce que dans tous les milieux professionnels, moi je vois des gens quand même qui sont fatigués, lassés, ça devient vraiment très simple de dire aux gens il y en a marre de cette période, voilà, personne ne vous dit qu'il ne cautionne pas votre propos. Voilà. Donc effectivement, il insiste beaucoup sur le caractère anxieux de cette information et il la conteste. Il dit qu'on ne devrait plus écouter cette information qui est toujours la même, toujours négative, qui ne propose pas de solution et qui nous enfonce dans quelque chose de douloureux et de pénible. Alors c'est vrai qu'il y a une réalité aussi sociale, puisqu'il y a des informations qui sont indispensables à connaître en termes de loi, de législation, puisque actuellement nous sommes actuellement dans une période j'ai envie de dire, de dictature administrative, puisque c'est l'administration qui nous gouverne et qui gouverne tous nos faits et gestes. Mais bien sûr qu'on est obligé quand même de se renseigner,
Mais il faut faire attention, je pense, à ne pas être trop impacté par ça, parce que on doit quand même rester très concentré sur notre quotidien, nos activités, nos projets de vie, etc. Et Comte Sponville s'inquiète justement pour nous tous et pour notre esprit, pour nos corps et l'aggravation de notre stress. Et il montre une étude récente qui dit que 14% de nos concitoyens ont également des idées suicidaires. Donc vous voyez, on se rapproche un peu des chiffres que j'avais dans l'étude précédente. Et là aussi, il nous rappelle que c'est 3 fois plus que la normale. Voilà, donc la vie sociale n'est pas un luxe, dit-il. La proximité physique n'est pas un vice. Et donc il encourage notre société et nous-mêmes à essayer quand même de garder des liens par téléphone, mais aussi peut-être physiquement par des Zooms, par des réunions espacées en termes de lieux de rencontre, voilà, qu'on soit quand même suffisamment distant, toujours dans un grand respect de la protection, mais qu'on puisse quand même retrouver, garder des liens et des contacts avec des gens. Pour ceux qui travaillent, évidemment, c'est plus naturel et plus facile. Alors bien sûr, il nous reste un espoir quand même dans tout ça, dans toute cette période absolument incroyable et désastreuse. Il nous reste un espoir, c'est celui du vaccin. Alors, bon, vous avez vu, il y a 2 laboratoires qui sont en train d'avancer très vite sur la possibilité d'offrir ces vaccins à nos gouvernements. Bon, écoutez, on va voir. Que dire sur ces vaccins qu'on ne connaît pas, qui ont été très très rapidement réalisés. Les nombres de personnes qui ont été investiguées est même très important, 40 000 à peu près dans les 2 études. Donc on est sur des données quand même a priori très fiables. Alors on a un laboratoire qui nous dit 90%, puis après qui revient et qui nous dit 95%, donc là c'est un petit peu curieux, pour faire un peu plus que le voisin qui dit 94,5%. Bon, en tout cas, bon, ça reste des chiffres. Je pense que les commissions de sécurité, d'évaluation de la sécurité sont tout de même très, très sensibles à la qualité des informations et ont enquêté sur le sérieux de ces études, de ces protocoles et aussi de ces analyses. Mais donc voilà, on devrait avoir maintenant très prochainement, en premier trimestre 2021, ce qui était absolument inespéré il y a quelques mois, des vaccins qui devraient nous permettre de sortir de cette impasse. Pour terminer un petit peu cette présentation, avant qu'on parle un petit peu, on échange un peu tous ensemble, et je vous encourage à poser éventuellement vos questions si vous le souhaitez dès maintenant pour que je puisse y répondre après. Je voudrais vous terminer par 2 informations. Une première information qui est le résultat du baromètre que nous avons donc réalisé pour ce 2e confinement. Alors plus de 1000 d'entre vous, je crois que c'est près de 1050 d'entre vous, ont répondu à ce questionnaire. Je vous en remercie beaucoup. Je trouve que c'est un questionnaire qui était un petit peu plus long que la fois d'avant et qui demandait tout de même une certaine concentration dans ces réponses. Mais enfin, il n'y avait rien de compliqué, bien évidemment. En tout cas, vos réponses sont très très utiles et très intéressantes. Pour ceux qui seraient d'ailleurs intéressés pour répondre à ce questionnaire, ces questionnaires se font sur Google Form. Donc, si vous n'avez pas reçu ce Google Form, je vous propose de vous mettre sur Messenger, d'envoyer un courrier sur Messenger au terme de Sojon, et puis on va vous envoyer le Google Form et vous pourrez rentrer et répondre à ces questions qui sont tout à fait intéressantes et pertinentes pour chacun d'entre nous dans notre analyse. Alors la première question c'était, est-ce que le 2e confinement est plus difficile ou pas que le premier? Alors, la majorité d'entre vous répondent que c'était plus difficile, que vous étiez moins bien. Ce n'est pas une très grande majorité, mais c'est une majorité, assez nette quand même. Et dans ces personnes qui étaient moins bien, il y en a pratiquement 50% qui disent je n'en vois pas le bout, et 50% qui disent également je me sens plus fragile psychologiquement. Vous voyez, donc dans les 2 cas, on voit vraiment que ce qui a impacté les gens, c'est surtout cette espèce de perspective et d'usure psychologique. Pour ceux qui ont plutôt mieux vécu le confinement que
la deuxième fois que la première fois, ils disent que le confinement était moins strict et qu'ils ont l'impression de s'habituer à cette notion de confinement, que c'est moins difficile, que c'est moins perturbant que la première fois. La deuxième question était concernant les conséquences psychologiques de ce confinement sur votre état de santé mentale. Alors, le premier point retenu, c'est l'état de stress accru, qui toucherait à peu près 20% des gens, un peu plus si on compte en plus les crises d'angoisse, qui représenteraient à ce moment-là plutôt 25% des personnes. Les troubles du sommeil touchent à peu près 15% des personnes, et la fatigue, à peu près 13% des personnes, de manière évidemment excessive. Les autres critères sont un petit peu moins importants. Alors, l'autre question, c'est finalement, sur le plan thérapeutique, depuis l'annonce du deuxième déconfinement, quelle est votre consommation médicamenteuse? Et là, c'est plutôt rassurant dans la mesure où il n'y a pas eu beaucoup de mouvements. Et dans l'ensemble, il n'y a pas eu vraiment de mouvement. Seuls 25% ont vu leurs anxiolytiques bouger vers l'augmentation et 7-8% vers la diminution. Et puis, pour les somnifères et les antidépresseurs, le taux de variation est encore inférieur puisque on est à peu près à 15% pour les deux catégories au même niveau. Sur la psychothérapie, il y a à peu près 20% des personnes qui ont entamé une psychothérapie alors qu'ils n'en faisaient pas auparavant. Il y a 5% des personnes qui ont été hospitalisées au cours de cette période de confinement. L'avenir de la crise sanitaire, alors là, on a un premier niveau de réponse qui représente à peu près 60% des personnes qui disent qu'ils gardent de l'espoir, que cela s'arrangera, même si ça sera long. Une deuxième catégorie de personnes qui dit « j'ai le sentiment qu'on n'en sortira jamais », et ça représente 21% des personnes. Et puis 20% disent qu'ils ont la conviction que les choses s'arrangeront, mais que ça mettra du temps, et plus que l'été 2021. Alors la question sur les répercussions à moyen terme, voire à long terme, eh bien, il y en a à peu près 40% qui disent que ça aura une répercussion importante, mais que ça s'atténuera progressivement. Il y en a 29% qui disent que ça n'aura pas beaucoup de conséquences, 18% qui disent que leur vie ne sera jamais comme avant, et 12% que l'influence sera très importante pendant très longtemps. Donc quand même une répercussion importante pour tous ces gens-là. Est-ce que vous avez réalisé une cure thermale en 2020? Alors, c'était surtout savoir qu'est-ce qu'elle avait apporté aux personnes pour ceux qui l'avaient eu. Ceux qui l'ont fait, donc 47% d'entre eux, donc, plutôt, oui c'est ça, dans 47% de ceux qui l'ont fait cette année, ils disent que cette cure leur a apporté une amélioration importante. Pour ceux qui l'ont fait toujours, ils disent que ça leur a fait du bien, mais que la deuxième vague a un peu atténué les effets de cette cure. Et que c'est moins spectaculaire maintenant. Et la troisième catégorie sont 19% que la cure thermale n'a pas apporté d'amélioration spectaculaire. Pour ceux qui ne l'ont pas faite, eh bien, 31% regrettent de ne pas l'avoir faite. Voilà. 30% disent qu'ils n'ont pas fait la cure pour une raison que je n'ai pas, variable suivant les personnes. 12% disent que la cure s'est arrêtée brutalement à cause du deuxième confinement, donc évidemment c'est embêtant. Voilà. Est-ce que vous comptez réaliser une cure thermale en 2021? Eh bien, 49% ont répondu qu'ils ne feront pas ou ils n'oseront pas faire la cure cette année pour le moment parce qu'ils ont trop peur du Covid. 39% disent qu'ils la feront sans doute en fonction, mais que ça dépendra de la situation sanitaire. Vous voyez combien l'impact la réponse des gens, puisqu'on est pratiquement je sais pas, il faudrait que... attendez, non, j'ai dit une bêtise, excusez-moi, je me suis trompé là sur les chiffres. 39% disent que ça dépendra de la situation sanitaire. 49% disent qu'ils la feront. La moitié, enfin les 2 tiers
parce qu'ils en ont besoin, et le tiers restant, c'est-à-dire 30% et 40 et 15%, car cela n'est indispensable. Voilà. Voilà. Donc voilà, au total, vous avez soit 50% qui disent qu'ils la font et 39% qui disent que ça dépendra de la situation sanitaire. Voilà un petit peu où nous en sommes de cette baromètre, qui peut continuer donc à se développer et à avancer. Pour terminer, et avant de répondre à vos questions, je voudrais également vous dire que nous avons, vous avez vu ceux qui s'intéressent à notre station, nous avons créé, comme on l'avait fait en avril-mai dernier, nous avons créé des groupes, vous voyez, des ateliers, des activités sur le Facebook et une animation tout à fait importante qui marche déjà très bien et qui fait que toutes les semaines, vous avez plusieurs actions proposées sur le Facebook des terres. Et une activité innovante que nous avons décidé de mettre en place durant cette période là, de fermeture, eh bien, nous avons des groupes privés, anonymes, confidentiels, qui se réuniront une dizaine de patients, 10 patients a priori, et les inscriptions peuvent se faire par mail, sur Messenger ou sur Facebook, les termes de Sojon. Voilà. Donc si vous voulez profiter, bénéficier d'ateliers spécifiques, d'échanges autour de votre état de psychologie ou de difficultés psychologiques, on a mis en place donc, cet atelier privé pour quelques malades, hein, c'est 10 malades à la fois. Voilà, ça pourra tourner, hein, il y aura une liste d'attente et on vous proposera éventuellement d'intégrer cet atelier la fois d'après si vous n'avez pas été pris cette fois-ci. Donc n'hésitez pas à vous inscrire sur Facebook ou Messenger si vous êtes intéressé par ces ateliers. Il n'y a que 10 places par atelier. Vous avez donc vu qu'on avait créé un réseau qui s'appelle Les termes de Sojon garde le lien, hein, donc garde le lien avec les curistes ou avec les personnes qui souhaitent nous rencontrer ou nous connaître. Voilà. Une autre information également qui peut vous être intéressante, c'est que nous sommes fermés, comme vous le savez, depuis le 28 au 29 octobre, enfin le 30 octobre exactement, c'était le 29 au soir, donc le 30 octobre. Nous ne réouvrirons pas cette année, bien que nous ne fassions pas de fermeture généralement jusqu'au 1er janvier. Mais la raison de ça, c'est que même si on nous ouvrait, ce qui est loin d'être acquis, ce n'est pas quelque chose qui apparaît dans les tuyaux, mais même si on était réouvert en décembre, vous savez, il y a toute une démarche administrative qui vous oblige à demander une autorisation, etc., auprès de l'administration de l'ARS. Il faut pour cela valider que vous ayez des enregistrements des épreuves météorologiques qui sont tout à fait normales pour qu'on puisse être autorisé à ouvrir. Donc tout ça nous amènera de toutes les façons tout à fait à la fin du mois de décembre. Et ce n'est pas la meilleure période pour ouvrir, surtout que le jet en circulera encore et qu'évidemment vous ne serez pas des millions à vouloir venir en cure à ce moment-là. Donc on a décidé de repousser automatiquement la période d'ouverture à partir du 11 janvier. C'est une date qui reste encore un peu incertaine, mais nous, dans notre esprit, on est programmé à une ouverture le 11 janvier 2021. Peut-être que pour vous, si vous pouvez attendre un peu plus, c'est mieux de vous inscrire peut-être fin janvier ou début février pour les premiers, parce que je pense que début janvier, enfin le 11 janvier n'est pas encore certain, donc pour éviter de ne pas avoir à faire des changements. Je pense que soit vous attendez encore un petit peu pour vous inscrire le 11 janvier, soit vous vous inscrivez rapidement, mais vous prévoyez peut-être un peu plus tard. Voilà un petit peu les dernières informations que je voulais vous donner sur cet aspect. Concernant le Facebook Live, pour ma part, je vous retrouverai tous les 15 jours et une fois sur deux, j'alternerai avec une autre personne qui prendra le relais. Voilà, bon, parce que c'est vrai que ça, vous l'imaginez, j'ai un peu de travail qui fait que je ne peux pas être tout le temps malheureusement
en situation de disponibilité le jeudi à 17 h, mais bien volontiers, je tiens absolument à garder le contact tous les 15 jours avec vous. Je crois que je vais maintenant commencer à répondre à vos questions et à celles que vous voudrez me poser avec grand plaisir. Je vous remercie en tout cas pour votre présence, votre participation, votre amitié, parce que je sais que beaucoup d'entre vous sont dans une relation forte avec nos termes, et j'espère qu'on va pouvoir vous aider et apporter quelque chose de positif pour votre bien-être personnel. Comment garder le moral quand on ne peut pas se projeter? Alors ça, c'est une question de Michel qui me semble très très pertinente, parce que c'est une question fondamentale. Et c'est une question qui je crois, dépasse largement la situation que nous vivons et peut être évidemment appliquée à toutes les personnes en situation de dépression. Par définition, la dépression, c'est l'absence de projection dans l'avenir. Et là, le Covid nous empêche aujourd'hui de nous projeter dans l'avenir. On n'arrive pas à imaginer ce que sera le monde dans 6 mois, dans 1 an. On n'arrive pas à imaginer de vivre sans le Covid. On n'arrive pas à se dire, ce virus, il est là pour 3 mois, comme on l'a un peu pensé au départ. Et puis, on va s'en débarrasser et on passera à autre chose. Là, on a l'impression qu'on est dans quelque chose qui va durer peut-être très longtemps, et on se dit, mais on va quand même pas être obligé de se confiner tous les 3 mois ou tous les 6 mois. Alors, je pense qu'effectivement, on va évidemment trouver des solutions techniques. Le vaccin est la plus évidente des solutions techniques qui vont nous permettre de résoudre un peu cette complexité de la situation actuelle et de nous permettre, avec ou sans Covid, de nous permettre de vivre et de pouvoir retrouver des activités normales, une vie normale. Mais pas sans zéro risque, puisque si le germe est là, eh bien évidemment, on voit bien, le vaccin parle de 90-95% de personnes protégées. C'est énorme, mais c'est déjà un très 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 beau taux. Il n'y a pas beaucoup de vaccins qui assurent des taux aussi élevés, mais malheureusement, ça veut dire qu'il y en a 5 ou 10 qui sont encore non protégés. Donc, tout ça pour dire que, évidemment, le tunnel n'est pas complètement... au bout du tunnel, on ne voit pas totalement la lumière, et donc on est dans une situation qui nous inquiète tous forcément beaucoup. Et cette question de la non-projection dans l'avenir et dans une vision optimiste et claire des choses, c'est quelque chose qui est dépressogène. C'est totalement dépressogène. Et on peut se demander jusqu'à quel point, d'ailleurs, le vécu dépressif de chacun n'est pas un peu normal dans la situation actuelle. Alors, quand je dis ça, je sais aussi que la dépression est quelque chose de très douloureux, de très intense, et que c'est pas pareil d'avoir une dépression que d'avoir un peu de découragement ou de se dire mon Dieu, ça me fait peur, cet avenir, etc. Évidemment, quand on est dans une dépression avec une altération de son humeur et une perte de perspective et une souffrance, une douleur morale intense, c'est pas du tout la même chose que quand on est juste dans un sentiment de découragement, en se disant mon Dieu que la période est difficile, et puis on passe à autre chose. Voilà. Donc il faut bien différencier quand même, je dirais, la lassitude, le découragement normal qu'on a dans ces situations, vraiment du désespoir et de l'absence d'espoir, de l'absence de projection dans l'avenir, qui lui correspond évidemment à un état de maladie dépressive. Donc il faut quand même bien différencier et bien distinguer les deux choses. Mais il est certain que la situation actuelle ne peut pas ne pas avoir un impact négatif sur nos modes de vie et sur notre fonctionnement. Et je suis bien d'accord avec Michel pour dire que comment arriver à positiver et à vivre positivement, oui, dans cette période où l'horizon est complètement bouché. Et rassurez-vous, si je puis dire, pratiquement tout le monde vit ça, puisque ce côté, si vous voulez, en tout cas, ce côté découragement et
perte de motivation, d'intérêt, parce que, effectivement, vous le voyez bien, pour nous, dans l'activité professionnelle, l'activité thermale, l'activité hospitalière, eh bien, on passe son temps à ouvrir, à fermer, voilà, à rembourser, à demander aux gens de payer. Ça n'a aucun sens, quoi. Ça n'a aucun sens. Et puis surtout, vous voyez, dans une entreprise, quand vous avez, et c'est vrai pour une famille, c'est vrai pour n'importe quel type de projet, que ce soit des projets de voyage, de vacances, de dîner, peu importe le cadre, eh bien évidemment, quand on se projette dans l'avenir, on a toujours tendance à voilà, avoir envie de faire des choses précises, de programmer des choses, on les a souvent programmées, des voyages, des projets professionnels, bon. Et puis tout ça, finalement, est anéanti d'une manière totalement injuste, puisque on n'y est pour rien et on n'a rien fait de mal pour ça. Alors Lise est actuellement hospitalisée suite à une tentative de suicide et une dépression chronique, avec le Covid-19 en septembre. Et elle se demande quand nos cures ouvriront, car vous êtes pour un bouée de sauvetage à Noël. Ben ça c'est très gentil, Lise, ça me touche beaucoup que vous me disiez ça. Et voilà, j'ai répondu à votre question en vous disant que le 11 janvier, a priori, on devrait pouvoir ouvrir. Il y a une question par contre à laquelle je ne saurais pas vous répondre. Et c'est une question à laquelle il faut que j'arrive à avoir l'information. Je ne sais pas vous dire si la cure qui n'a pas pu être réalisée en 2020 peut être reportée en 2021. Ce qui aurait un intérêt majeur, c'est que ceux qui feraient la cure en 2021, ceux qui ont programmé leur cure en 2020, n'ont pas pu la faire en 2020 et la feraient en 2021, eh bien, ces personnes-là pourraient à ce moment faire une deuxième en 2021. Donc, vous voyez, il y a cette idée quand même que il y aurait peut-être la possibilité pour certains, et peut-être pour Lise, là il faut qu'on se renseigne un peu plus, savoir si on peut reporter les cures 2020 en 2021, peut-être le premier semestre, qui nous permettrait d'en faire une deuxième en deuxième semestre, et qui nous permettrait d'en faire deux. En tout cas, à ce jour, pas avant le 11 janvier, mais je pense qu'après, enfin, si le Covid est un petit peu plus calme dans la société et que le gouvernement nous laisse agir, eh bien, on peut espérer effectivement redémarrer courant 2021, et bien sûr, on le fera bien volontiers et avec beaucoup d'énergie et d'enthousiasme, en espérant que ce sera la dernière fermeture. Alors, cette nouvelle vague entraîne malheureusement une consommation excessive d'alcool, c'est un bon anxiolytique. Aïe, aïe, aïe. Alors là, on ne va pas être amis, cher Gérard, parce que c'est un peu un anxiolytique peut-être, mais c'est aussi un bon toxique, l'alcool. Hein. Ça bousille beaucoup de parties du corps, ça bousille le foie de manière très importante, ça bousille le cerveau également très dangereusement, puisqu'on a trop souvent des maladies dégénératives liées à la consommation d'alcool quand c'est de manière importante. Et puis ça a des conséquences qu'on connaît tous, hein, l'ivresse, alors ça dépend des consommations bien sûr, mais l'ivresse, la dépendance c'est une conséquence terrible, hein, parce que quand on rentre là-dedans, on n'arrive plus à s'en dépatouiller bien souvent. L'alcool est un toxique très très dangereux, très nocif, quand il est utilisé comme toxique, quand il est utilisé comme moyen de se faire plaisir ponctuellement, une ou deux fois par jour, pour un verre ou deux, ça va bien, il n'y a rien à dire. Mais quand c'est absolument des quantités excessives, bien sûr que ça calme l'angoisse, oui, ça calme pas que l'angoisse, ça calme tout, hein, ça anéantit toute l'énergie, même sa psychologie, sa façon de vivre, sa façon d'être. Donc méfiance à l'alcool, et c'est vrai que si l'alcool est votre moyen de survivre dans cette période-là, c'est embêtant, parce que ça veut dire que la fragilité est là, ça veut dire que la situation n'est pas résolue. Donc, je vous encourage à rencontrer votre psychiatre ou à rencontrer un pour essayer de pouvoir échanger avec lui. Il faut mieux parler en tout cas que boire. Et puis, il faut peut-être effectivement voir comment on peut améliorer voilà, toute la situation autour de ce vécu. Alors, j'ai une autre question. Béatrice, que je salue parce que
Béatrice, je la connais bien, c'est Béatrice Panier, qui est Madame, lutte contre le burn-out et lutte contre les mauvaises entreprises dans le burn-out. Alors, qu'est-ce que nous dit Béatrice? J'ai eu de la chance, elle nous a fait d'ailleurs de même que Patricia Carré, et puis notre amie de France Dépression de Montpellier, qui est également intervenue, elle nous a fait donc le plaisir de faire des interventions dans le cadre de conférences qu'elle a animées lors de sa cure en 2020. Et voilà, je suis avec plaisir que je salue Béatrice, que nous connaissons bien à Sojo. J'ai eu la chance de pouvoir venir faire ma cure en juillet, avec le reconfinement, la gestion des informations, contre-informations, ordre, contre-ordre de notre gouvernement. J'ai l'impression d'avoir déjà perdu tous les bienfaits de la cure en 4 mois. Je m'inquiète bien de comment je vais gérer pour attendre ma prochaine cure en 2021. C'est un mot alarmant et inquiétant que d'entendre que finalement les effets de la cure sont éliminés au bout de 4 mois, parce que ce n'est pas ce qu'on entend d'habitude. D'habitude, on entend au moins 6 mois, 8-9 mois souvent, l'effet de la cure. Donc ça veut dire que comme un somnifère, vous savez, qu'on prend et puis qui ne fait plus effet au bout de 2-3 heures parce qu'on est tellement préoccupé que la préoccupation fait que le somnifère a un effet qui est beaucoup plus vite altéré, eh bien on a un peu cette impression-là en écoutant Béatrice parler. Alors effectivement, Béatrice, ce que vous nous dites, c'est inquiétant, parce que effectivement, si vous en êtes là, c'est tendu. Donc il faut vraiment éviter d'être seul. Hein. Il faut que vous alliez voir votre psychiatre. Hein. Je crois que vous êtes en plus pas mal entouré, je crois, chez vous. Vous m'avez parlé un petit peu vous connaissez beaucoup de monde. Donc il faut vraiment vous faire aider, accompagner. Peut-être voir le traitement, hein, parce que parfois le traitement doit être réajusté ou revu. Voilà, et puis il faut pouvoir exprimer ce qui vous tracasse autant, voilà, ce qui fait que l'usure est si forte, et puis pouvoir aller vers des personnes qui savent vous guider et vous remonter un peu le moral, quoi. Hein. Donc voilà, des aspects très très importants vous concernant, ça me semble vraiment essentiel. Voilà, la dépression, c'est quelque chose qui se soigne, hein, même si l'intensité parfois fait que la tristesse est aiguë, est intense, mais la dépression, c'est quelque chose qui se soigne, et il est très important de ne pas la laisser trop longtemps s'installer et prendre le dessus sur votre état de santé psychologique. Il faut au contraire lutter contre avec la plus grande énergie et la plus grande sérénité. Alors, je regarde un petit peu vos questions. Une seconde, hein, parce que là, je suis un petit peu... Alors, les groupes de parole sont très intéressants. Écoutez, Anne, merci pour ces informations. Je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de moyens de faire progresser les échanges et la variété des échanges. Voilà. Donc je crois que c'est quelque chose d'important, effectivement, que de faire ce genre d'animation. Le lien pour le questionnaire baromètre est en ligne sur la page... Ah oui, ça c'est une information qui vient des termes de Sojo et qui vous dit que... voilà. Alors, Michel, merci d'avoir été créé. Partageons nos inspirations positives qui nous permettent de garder un lien. Eh bien, merci à vous, Michel, pour ce soutien et cette participation. Vous savez, on est très sensible également au message que vous nous envoyez et qui nous convainc que voilà, ça a du sens de rester en contact connecté comme ça. Parlez-en autour de vous, hein, si vous avez des personnes qui sont intéressées ou qui ont besoin de se faire aider, qu'ils n'hésitent pas à rejoindre notre groupe ou nos groupes différents. Béatrice, vous nous répondez que vous avez vu votre psychiatre, donc c'est très très bien. Je pense que vous êtes protégé et que vous envisagez de reprendre des médicaments. Oui, je crois que c'est une évidence, hein, manifestement. C'est une évidence. Alors, c'est surtout pour le sommeil.
c'est surtout pour... ah oui, vous avez des soucis également. Oui, je comprends que vous avez aussi des soucis liés à votre histoire personnelle qui fait que, évidemment, c'est pas très très simple de réactiver des souvenirs aussi pénibles que précédemment. Voilà un petit peu les questions que vous m'avez fait passer. Bon, donc vous voyez une période bien difficile, mais qui ne doit pas nous décourager, encore une fois, parce que nous sommes quand même, à mon avis, quand même au bout, à la fin quand même de cette situation la plus pénible qu'on puisse imaginer, c'est-à-dire depuis 9 mois une crise sanitaire incroyable, absolument invraisemblable, qui va très certainement être corrigée maintenant assez rapidement dans les 4-5 mois, 5-6 mois, par un vaccin qui ne saurait tarder à apparaître et qui va nous permettre de vivre avec ce virus, peut-être pas totalement sans ce virus, mais avec ce virus, et qui va nous permettre petit à petit de reprendre le cours d'une vie normale. Donc moi je pense qu'il faut rester optimiste, très optimiste par rapport à l'avenir, mais évidemment le temps est long, le temps dure, et il faut arriver à passer cet hiver encore sans trop de tracas pour chacun d'entre vous et chacun d'entre nous. Voilà, écoutez, je pense qu'on va pouvoir en rester là parce que il n'y a pas de nouvelles questions a priori, ce qui est très bien parce que ça nous permet de respecter notre timing de 45 minutes. Je vous remercie tous pour votre participation, pour pour les messages, pour votre investissement pour faire vivre ces animations. Et puis, je vous dis, en tout cas pour ma part, dans 15 jours, en 2 semaines, je pense que je serai là, c'est prévu. Et ce que je vous propose, c'est de ne pas hésiter la prochaine fois à poser vos questions, à réfléchir à des choses que vous souhaiteriez évoquer ou réfléchir, sur lesquelles vous aimeriez qu'on se penche davantage, etc. Concernant les prises en charge thérapeutiques, concernant l'état de santé, les consignes, les conseils. Voilà. Écoutez, en tout cas, je vous souhaite une bonne continuation, une bonne poursuite de votre activité. Ne vous découragez pas. Consultez quand vous êtes en difficulté. Ne vous laissez pas dominer par les inquiétudes légitimes qu'on peut avoir. N'écoutez pas trop la télévision. N'écoutez pas en permanence ce tintamarre là, de mauvaises nouvelles et de catastrophes. Et pensez à vous, protégez-vous, pensez bien à vous, et à bientôt. Merci à vous. Je vous redonne l'information des groupes privés qui fonctionnent donc avec une psychologue. Ce sont des groupes de 10 personnes qui marchent sur inscription sur Facebook ou sur Messenger. Ce sont des groupes anonymes, confidentiels, animés par une psychologue, Juliette Garino, qui est la psychologue qui est responsable de l'effet thermal du stress, et qui auront lieu régulièrement dans les prochaines semaines, et pour lesquelles vous pouvez vous inscrire. 10 places par groupe, mais bien sûr on peut changer de place au fur et à mesure du temps. Merci à vous, bonne soirée et à bientôt. Au revoir.